Prévu pour se tenir ce lundi 13 février 2017, le procès de l'affaire bébé importé a été reporté pour le 13 mars prochain. Les raisons dans ce journal. Don de sang ce matin au Centre national de transfusion sanguine, il est organisé par l'Union des scolaires nigériens, USN. Nouvelle édition sur la télévision Labari. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce lundi 13 février 2017. Je le disais dans les titres, le délibéré sur l'affaire des bébés importés prévu pour se tenir ce matin à la cour d'appel de Niamey a été finalement reporté au 13 mars prochain. Une décision consécutive à la demande de la défense des personnes accusées qui dit constater quelques manquements. Le point avec Adam Soumana dans ce reportage. Les militantes, militants et sympathisants du Modem F à Lumana ainsi que les parents, amis et connaissances des présumés coupables dans l'affaire des bébés importés ont convergé ce 13 février à la cour d'appel de Niamey pour suivre le délibéré portant sur cette affaire. Un délibéré reporté à la demande de la défense des présumés coupables qui donne les raisons de cette décision. Nous avons simplement demandé à ce que le dossier nous soit renvoyé pour deux raisons qui nous sont propres. La première raison, c'est que nous estimons que nous ne sommes pas rentrés en possession des réquisitions du procureur général. Et comme vous savez, c'est le contradictoire en droit. Ce n'est pas un procès qu'il faut faire en cachette. Et nous avons demandé à ce qu'on nous communique, le procureur général nous communique ces réquisitions. Et tant que nous n'avons pas ces réquisitions écrites, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de faire un débat contradictoire. Parce que vous savez, c'est des questions qui nous sont importantes. C'est eux qui ont poursuivi, c'est le procureur qui a poursuivi. Par conséquent, tous les éléments dont il est en possession, notamment ces réquisitions, doivent nous être communiqués. Et nous aussi, nos conclusions écrites doivent lui être communiquées. Donc, nous n'avons pas reçu ces réquisitions. Nous avons dit qu'il faut qu'on nous renvoie pour que nous voyions clair. La deuxième raison, c'est que nous estimons également qu'il y a un des prévenus qui n'est pas domicilié au Niger. Donc, nous avons demandé à ceux de reprendre les citations et de respecter les délais de procédure prévus par la loi lorsque quelqu'un est domicilié à l'étranger, qui n'est pas domicilié au Niger. Donc, les délais de procédure sont différentes que les autres délais. Donc voilà la raison fondamentale, les raisons pour lesquelles nous avons demandé à ce que le dossier soit renvoyé. Ainsi, la défense est plus que jamais déterminée à faire valoir son droit constitutionnel. Le droit de la défense, c'est un droit constitutionnel, c'est un droit fondamental et tous les textes internationaux attachent du prix à ce droit de la défense. Nous entendons exercer nos droits conformément à la loi. Rendez-vous donc le 13 mars prochain pour les débats entre les deux parties qui feront connaître sans nul doute l'épilogue de cette affaire qualifiée de politico-judiciaire par d'aucuns. Le Niger célèbre ce 13 février 2017 la journée internationale de la radio. Cette sixième édition de cette journée est placée sous le signe de rassemblement. Ce matin, notre équipe a fait le tour de quelques radios de la place. Voici ce qu'ils nous rapportent, nos reporters. Célébrée à la demande de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture depuis 2012, la journée mondiale de la radio est célébrée le 13 février de chaque année. Pour cette sixième édition, la journée est placée sous le signe de rassemblement au vu de l'importance du rôle que joue la radio de par le monde entier. C'est une commémoration importante dans la mesure où, vous voyez aujourd'hui par exemple en ville, beaucoup d'audiences sont tournées vers la télévision. Donc, on a tendance à oublier parfois que la radio reste le média le plus important, surtout dans nos pays, le plus populaire, le plus accessible aussi. Donc, c'est important de marquer le coup, mais pas seulement pour célébrer le fait que la radio reste le média le plus répandu, mais peut-être aussi rappeler à nous tous qui travaillons dans la radio professionnelle, de la radio, on a cette réputation d'être le média le plus proche, mais il faut qu'on mérite aussi et qu'on essaye vraiment d'aller toujours au plus près des préoccupations des auditeurs en leur donnant la parole et en proposant des programmes qui répondent à leurs besoins. Cette journée donc internationale de la radio est une journée importante, surtout nous, hommes de médias ou hommes de radio,
On sait que la radio est d'une importance capitale dans le développement économique et social, n'est-ce pas, des populations, en ce sens que la radio, je peux dire, est le média le plus sûr qui porte l'information loin et sur un territoire bien déterminé et défini. La radio, c'est également le moyen le plus sûr en ce sens que la radio porte loin. Si nous prenons par exemple l'exemple des radios à FM de l'autre côté, les radios internationales telles que RFI ou BBC, nous le voyons très bien, c'est des radios, mais vous voyez que l'information est un peu partout à travers le monde. Donc la radio porte le moyen le plus sûr d'information dans le monde et au niveau des populations. La radio reste aujourd'hui le moyen le plus dynamique, le plus réactif, le plus attractif qui existe suivant les constantes évolutions des usages et comportements des citoyens. Elle reste apte à rassembler les différentes communautés et envisager un dialogue construit et tolérant. L'une des activités prévues dans le cadre de la commémoration du 27e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990, c'est bien sûr l'opération de don de sang. Elle a eu lieu ce matin au Centre national de transfusion sanguine. Cette opération a été initiée par l'Union des scolaires nigériens, USN. Le reportage avec Asama Ousseidou et Chewi Gisso. Ils étaient nombreux, les scolaires qui ont jugé utile de se rendre au Centre national de transfusion sanguine pour donner leur sang afin d'aider à sauver les vies des autres. Un geste symbolique mais très significatif. Notre organisation a décidé de se rappeler de ces martyrs. Nous nous sommes dit de faire cette activité de don de sang. C'est pour rappeler à toutes les organisations et surtout aux tenants du pouvoir que nous continuons à réclamer justice et dire encore à nos martyrs que l'Union des scolaires nigériens ne les a pas oubliés. Nous allons continuer à demander justice et que durant toute cette semaine, nous allons continuer avec des activités sociales et pour que les responsables politiques puissent comprendre qu'il est temps aujourd'hui que les autorités politiques puissent déclarer cette journée comme étant la journée de la jeunesse nigérienne qui s'est battue pendant tout ce temps pour l'avènement de cette démocratie, au nom de laquelle aujourd'hui le peuple a eu droit à se prononcer librement à les élisants là où ils sont. Donc nous nous sommes dit que cette activité nous permettra de sauver des vies et que c'est un geste symbolique. Le don de sang, un acte humanitaire, ces scolaires l'ont bien compris en décidant volontairement de venir en secours de personnes malades qui en ont besoin. Cette activité nous permettra de sauver des vies et que c'est un geste symbolique de notre organisation et que nous appelons à d'autres couches sociales de faire la même chose. À ce qui nous concerne, je considère que c'est une première activité que l'Union des scolaires nigériens a pu faire à ma connaissance. Et c'est la première fois que notre organisation s'est penchée sur une telle activité sociale de don de sang. Donc nous allons appeler à d'autres de suivre les pas pour que notre organisation, en dehors de ces activités revendicatrices, pour faire un sens élevé de civisme et surtout de prouver qu'on pouvait nécessairement poser des actes humanistes de ce genre. Cette opération de don de sang organisée par l'Union des scolaires nigériens USN rentre dans le cadre des activités commémoratives du 27e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990 où 3 étudiants ont été tués par balle lors d'une manifestation des scolaires. Insalubrité à Niamey, c'est aux alentours donc du château neuf à la place des boutiques d'Eguerpi. C'est cette place même que les riverains ont choisi pour déverser leurs ordures ménagères, une situation que déplorent les riverains. Reportage à Nafisa Hassan et Soumela Abdoulaye. Auparavant, ce lieu abritait des boutiques, mais depuis la fameuse opération de déguerpissement, force est de constater que cet endroit est devenu un dépotoir sauvage d'ordures ménagères. Une situation inconfortable que vivent les habitants des alentours de ces lieux. Finalement, maintenant, on nous a déguerpi. À part toutes les recettes qu'ils reçoivent, maintenant tout est devenu poubelle.
Si le gouverneur ne peut rien faire, c'est qu'on va interpeller directement le ministre de la Santé. Parce qu'il y a des étudiants, des élèves qui sont en face. Ce serait bientôt une épidémie de choléra. Les mouches vont aller envahir les petits déjeuners des enfants. Que les gens là vraiment, ils essaient de voir comment dégager ces poubelles-là. Parce que bientôt le goudron sera envahi. Nous sommes en classe, les gens viennent verser des ordures ici. Ici là, au passé, il y a des boutiques. Maintenant, ils viennent ici pour verser des ordures. Nous, ça nous emmerde dans l'âge. Notre appel, c'est d'annuler ça là. C'est pas bon. C'est pas bon pour notre établissement, pour tout le monde même. Il était question d'embellir la ville de Niamey à travers l'opération de déguerpissement menée par les autorités de la ville. Mais avec cette situation, le bien fondé de la dite opération se pose avec acuité chez les populations. Ils sont consommés ici à Niamey et à travers même le monde. Ce sont l'été. Ici à Niamey, ce sont les jeunes qui s'adonnent à cette consommation. La consommation d'été est une bonne chose, mais ne pas abuser, nous avertissent donc les médecins. Le reportage est signé Abdourazak Hamidou et Ismaël Abdoulaye. Le thé vert est le thé le plus consommé en Chine, en Corée et au Japon. Aujourd'hui, de plus en plus en Occident et en Afrique. Ou en dehors de ses vertus médicinales, le thé a bien d'autres avantages. Le thé, c'est bon parce que ça permet de rassembler les jeunes. Par exemple, entre nous, quand on était venu ici, on était moins de 5. Et voilà, vous voyez, maintenant, il y a plein de monde qui est venu. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui rassemble les jeunes, vraiment. Et puis, le thé, c'est bon. Quand on prend le thé, la santé, c'est bon. Et ça te permet de te donner plein d'énergie. Et puis, il y a certains même, donc, s'ils n'arrivent pas à prendre ça par jour, ça arrive de leur causer des maux de tête, des trucs comme ça, là. Donc vraiment, moi, en un mot, ce que je peux dire par rapport au thé, c'est bon vraiment parce que ça crée la fraternité entre les jeunes. Et ça permet aussi que vraiment les gens se fréquentent. Parce que ici vous voyez, ici il y a le thé, il y a tout le monde. Parce que sans le thé, toi tu vas venir seul, tu vas t'asseoir et il n'y aura personne. Et si tu veux avoir plein de jeunes avec toi, il suffit de faire sortir une chaise dehors et tu poses le thé et en même temps tu as le monde avec toi. Le thé vert qui existe depuis plus de 4000 ans a été découvert par Shen Nong. Il aide à lutter contre plusieurs maladies, mais est aussi très efficace dans la prévention. Le thé à lui n'est pas nocif pour la santé. Il est même conseillé de prendre effectivement ce thé de manière en tout cas régulière pour pouvoir effectivement prévenir certaines maladies. Mais ce que nous constatons malheureusement chez nous, nous le prenons de manière abusive, trop sucré, et c'est surtout le sucre et la manière effectivement de le préparer qui diffère, n'est-ce pas, de ce qui est conseillé pour, n'est-ce pas, prévenir la prévention de certaines pathologies cardiovasculaires et de certaines maladies comme le cancer. Aujourd'hui encore, le thé vert est beaucoup consommé à travers des centaines de pays et de par le monde, particulièrement au Niger. L'actualité sur le continent à présent est direction Côte d'Ivoire où le gouvernement ivoirien accentue la pression sur la presse. 3 journalistes et 3 patrons de presse ont été arrêtés et placés en détention dans un camp de la gendarmerie d'Abidjan. Ils sont accusés d'avoir divulgué de fausses informations qui incitent des soldats à la révolte. S'il vous plaît. Réunion de crise à la maison de la presse d'Abidjan. 6 figures des médias ivoiriens sont sous les verrous pour leurs écrits. Ils dirigent des journaux indépendants comme l'Inter et Soir Info, ou plus clairement d'opposition comme Le Temps et Notre Voix. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, les délits de presse ont été dépénalisés. Bon, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'on peut encore continuer à arrêter les journalistes. Franchement, nous souhaitons que nos amis soient libérés. Les représentants de la profession doivent rencontrer les ministres de l'Intérieur et de la Communication ce lundi en fin de journée. Ils se disent prêts à des actions, pages noires dans leurs publications, manifestations, si leurs confrères ne sont pas libérés au plus vite. En cause, plusieurs articles parus samedi sur une mutinerie au sein des forces spéciales. Une mutinerie qui a paralysé la petite ville d'Adiaké, à 80 km d'Abidjan, pendant 2 jours la semaine passée.
Les autorités accusent les journaux incriminés d'avoir divulgué de fausses informations en lien avec ces événements, des informations qui auraient été de nature à inciter les soldats à la révolte. Puisque la loi militaire dit que les militaires n'ont pas le droit de se rebeller de cette façon. Mais s'ils se sont rebellés et qu'on ne les a pas mis en prison, ce n'est pas les journalistes qui ont rendu compte de ces événements qui doivent être en prison. On n'a pas peur, on fait notre travail, chacun fait son boulot, nous on fait notre boulot, à eux de faire le leur. Les 6 journalistes sont incarcérés dans les locaux de la brigade de recherche du Plateau à Abidjan. Ils ont été arrêtés dimanche matin après avoir été convoqués par la gendarmerie. En Europe, la Roumanie s'enfonce dans la crise. Le Premier ministre refuse toujours de démissionner face à la pression des manifestants qui ne comptent rien lâcher dans le combat anticorruption qu'ils ont décidé de mener. Les images. Place de la Victoire, 13e jour. Ici, pas de débat public ni de concert comme à Madrid ou à Paris. Il y a surtout des jeunes urbains que les réseaux sociaux incitent à manifester après leur journée de travail. Il y a un groupe sur Facebook qui organise les manifestations et les projections au laser sur les immeubles. Mais il n'y a pas de chef. Il y a juste un groupe de personnes. Ils sont environ 100. Pas de chef, mais une égérie. Laura Codruta Covesi, une juge qui a fait tomber des dizaines de personnalités accusées de corruption. C'est sur elle qu'il compte pour accélérer la purge. C'est un signe de révolte et en même temps de peur. Nous sommes là parce que nous ne voulons pas revenir 25-30 ans en arrière. C'est peut-être la dernière chance que nous avons d'empêcher ces gens de nous faire revenir au temps du communisme. Face au nombre, le gouvernement a retiré le fameux décret, mais son abrogation dépend du vote du Parlement, contrôlé par les mêmes sociodémocrates, des héritiers du régime Ceausescu, affirment les manifestants. Je me rappelle de 1989, j'avais 10 ans lors de la révolution anticommuniste. Nos parents sont morts pour la démocratie. Je ne peux pas croire que 27 ans plus tard, il faille continuer à se battre pour préserver cela. Non, le combat contre la corruption ne manque pas de victoire en Roumanie, mais ce n'est pas pour autant que les Roumains abandonneront leurs acquis. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie de nos programmes. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.